to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un cinéaste important et en même temps particulier, énormément récompensé, reconnu dans le milieu et en même temps très peu médiatisé. Il y a beaucoup de paradoxes qui ornent la filmographie de ce cinéaste, qui n'est pas forcément que cinéaste, il fait aussi autre chose, ça on va certainement parler. Et pourquoi on parlera de cette personne qui s'appelle F.J. Hossan? Parce qu'il y a un livre qui s'appelle F.J. Hossan, cinéaste à la lettre, et qui est écrit par Michel Collery, qui a accepté, qui a été très patiente et que je remercie en direct, et qui a accepté en tout cas de venir pour reparler de cet univers très particulier et de ce livre. Merci beaucoup, Michel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Écoutez, je suis très content de parler de ce cinéaste que j'ai découvert à la fin des années 90 via la revue Les Inrecuptibles, qui commençait à parler énormément de ce cinéaste-là. J'oublie quand même de dire que le livre en question est édité chez Rouge Profond, et je salue Guy Astic pour l'aide apportée à la conception de cette émission. J'ai oublié quand même de vous dire que vous étiez documentariste, essayiste, vous êtes auteur d'articles donc sur F.J. Hossan, vous avez vécu à l'étranger, vous avez travaillé dans la production radio, le commissariat d'exposition, etc. Vous avez travaillé aussi pour Canal+, vous avez fait pas mal de documentaires. Et quand même, j'en profite parce que vous êtes là. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, et qui est le trésor de Scopitons arabes, kabyles et berbères. Et c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué à l'époque et que je recommande si un jour ou l'autre vous avez l'occasion de le voir. Voilà, je voulais quand même vous dire merci pour ça. Alors, on parle de F.J. Hossan, c'est important. Première question très simple. Avant de parler du livre, du style, de tout ça, comment vous êtes tombé sur son univers? Est-ce que c'est d'abord à travers ses premiers films, ou alors en tant qu'écrivain, en tant que musicien? Comment ça s'est passé? Alors, comme le monde est petit, j'ai rencontré F.J. Hossan d'abord par la musique, mais j'étais en Italie, j'habitais en Italie, je travaillais justement sur un grand festival, et c'est l'un de mes camarades qui travaillait avec moi qui, comme on programmait de la musique, qui me fait écouter parmi plusieurs groupes de l'époque, des groupes un peu punk. Il me fait écouter Messaggero Killer Boy, qui était donc le deuxième groupe créé par F.J. Hossan. Et je découvre ça, j'écoute, ça me plaît, j'aime bien. Enfin bon, ça faisait vraiment partie de toute une époque, tout un univers. En plus, les chansons que j'entendais étaient en français, ce qui était plutôt agréable. Et puis cet univers poétique lié à la musique, ce qu'il appelle la musique noise, c'est-à-dire un mélange de punk et de musique industrielle, m'a tout de suite accroché. Bon, alors là-dessus, le temps passe, les années passent. J'avais fait des études universitaires dans les années 80 que j'ai dû abandonner parce que justement j'ai changé complètement de vie. En revenant en France beaucoup plus tard, je me suis inscrite en fac de cinéma, et là j'ai rencontré Nicole Brenez qui organise une masterclass, ça devait être en 2010, et elle organise des masterclass avec plusieurs cinéastes, et nous devions choisir, nous étudiants, moi j'étais étudiante donc, de choisir un cinéaste, et avec deux ou trois camarades étudiants, on a choisi F.J. Hossan. Et puis de là est parti à démarrer un intérêt vraiment, alors là, pour le cinéma. Et en même temps que je découvrais le cinéma, je découvrais l'écriture, puisque c'est quand même malgré tout un cinéma qui est écrit. C'est un cinéma poétique, qui part quand même de quelque chose de très écrit, et les livres qui sortaient en parallèle avec les films, ou même avant d'ailleurs, m'ont tout de suite interpellé. Et on est devenus amis en plus. S'ajoute à cet intérêt une amitié, et donc des rencontres, et je vois que l'homme et l'œuvre sont exactement liés, que c'est étroitement lié. Et puis, c'est Nicole qui m'a incité à faire ce mémoire de master sur F.J. Hossan. Bon, évidemment, ce mémoire est très long. Il devait faire 400 pages. C'était énorme. Et elle aurait bien aimé, Nicole, elle m'a suggéré de faire une thèse sur F.J. Hossan. Et moi, je n'avais pas le courage à mon âge de me lancer dans une thèse. Beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux. Et puis,
je me sentais pas vraiment le courage. Mais par contre, elle me dit, écoute, à ce moment-là, tu n'as qu'à écrire un livre. Et alors, écrire le livre, c'était un autre travail parce que c'était réduire un gros mémoire en quelque chose qui était dans la structure complètement différente du mémoire, puisque le mémoire, je l'ai rédigé de façon assez classique avec 3 grandes parties, avec des sous-parties, avec une évolution, bien sûr, dans l'histoire de FJ Hossan, qui partait effectivement. Il y avait une espèce de chronologie, malgré tout, pour l'ancrer déjà dans une époque, l'ancrer dans cette époque de la fin des années 70-80, ce qui se passait à cette époque-là au niveau musical, au niveau cinéma. Et bon, petit à petit, en entrant en contact avec les éditeurs de Rouge Profond, bon, je vois ce qu'il faut à peu près supprimer. Donc, j'ai fait tout un travail. Du travail en partie, je l'ai réduit en travail thématique. Comme vous pouvez voir, ce ne sont que des thèmes. D'abord parce que je voulais que ce soit facile à lire, enfin facile à lire, que ce soit abordable, parce que FJ Hossan est un cinéaste qui est complexe, pas toujours évident, d'où d'ailleurs le manque de financement, le public qui l'aime est très fidèle, mais après, pour trouver un nouveau public, c'est toujours un petit peu difficile. Donc j'avais envie que le livre respecte aussi l'œuvre de FJ qui lui-même fonctionne par rhizome, hein, c'est-à-dire bon, un thème en appelle un autre, il s'est à la fois séparé et très lié, c'est-à-dire que même à l'intérieur d'un film de FJ Hossan, on peut regarder un film pas forcément commencer par le commencement. L'œuvre, enfin chaque film n'est pas linéaire. Donc, cet aspect fragmentaire, j'avais envie de le reproduire dans la forme de mon livre aussi. Et en fait, pour écrire le livre, je me suis énormément basée sur ses livres à lui. Parce que FJ Hossan n'est pas quelqu'un qui se livre sur sa vie personnelle, sur son passé, sur ses questions existentielles. Ces questions existentielles, elles sont dans les films, mais lui, j'avais envie de parler de lui autrement, et j'ai tout trouvé dans les livres, alors de manière très poétique, bien sûr, mais sa biographie, elle est contenue dans ses livres, alors d'une manière très, pareil aussi, très fragmentaire. Ça peut surgir comme ça au coin d'un livre de voyage, hein, ces livres étant essentiellement des carnets de voyage d'ailleurs, hein, et d'un seul coup on peut tomber comme ça sur une petite pépite où il se livre et en plus entièrement, et ça je m'en suis servi pour parler de lui dans le livre. Alors ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'on connaît un petit peu son cinéma, moi la confidence que je vous fais, c'est que je connais beaucoup plus son cinéma que sa littérature ou sa musique. Mais quand on connaît un petit peu son cinéma, qui finalement quand on voit ces films ne sont pas situés dans une géographie précise ou dans une temporalité précise, eh bien, on est très surpris de savoir que finalement, cet artiste est né en France, dans un petit village français. Enfin, c'est bizarre, c'est très paradoxal entre ce qu'on connaît des films qui est de l'ordre de la science-fiction, de tous les genres, il y a de tous les genres, et puis de savoir qu'en fait, il vient d'un petit village. Ça, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que vous nous le disiez, ça, d'où vient finalement ce Hossan qui ne s'appelle pas forcément Hossan, mais il vient d'où? Bah lui, il vient du Cantal, hein, qui est quand même. Alors, c'est pas n'importe quelle région non plus, hein, c'est une région. Alors, il est né à Aurillac, hein. Mais par contre, c'est vrai que le Cantal, c'est un pays de volcans, un pays montagneux, un pays avec des forêts. Et quand on ajoute. Enfin, bon. Il a aussi dit cet ennui qu'il pouvait y avoir à Aurillac. D'ailleurs, les livres l'ont vraiment sorti de cet ennui, hein, la poésie aussi. Il a commencé à écrire très jeune. Et puis finalement, dans son imaginaire, je pense que le paysage qui l'entourait a dû jouer aussi, parce que bon, on voit bien que dans ces films, les zones volcaniques, hein, comme par exemple les Açores, où il a tourné 3 films, bon, on voit bien, on sent que cette espèce de présence de la terre, enfin tellurique, il a hérité, à mon avis, de ça aussi, il l'a hérité du Cantal. Mais bon, effectivement,
c'est quelqu'un qui vient de terres assez sauvages quand même, et je pense que c'est aussi formateur. Alors ensuite, ce qui l'a formé, c'est aussi parmi ses lectures, il a eu un accident de moto quand il avait 14 ans. Lui se rêvait pilote de course de moto. Il a découvert William Burroughs il est hospitalisé et donc immobilisé. Et là, il a découvert William Burroughs. Donc, déjà, aussi, la littérature fait partie de son paysage. Ça a ajouté à ce qu'il pouvait rêver, imaginer de cette liberté de mélanger des univers aussi, hein, de mixer aussi bien un univers complètement étrange de celui de William Burroughs qu'aux poètes qu'il aimait, enfin qu'il a découvert après un peu plus tard, comme Claude Pellieu, enfin tous les poètes qu'on retrouve dans sa revue, la revue C, qu'il a créée quand il était jeune, qu'il a créé en même temps d'ailleurs que son premier groupe qui s'appelait De la Destruction Pure, et qui précédait donc MKB. Et donc il n'a pas enregistré d'album avec De la Destruction Pure, mais De la Destruction Pure, le nom de ce groupe se retrouve c'est un texte aussi. Donc détruire, c'est aussi déconstruire, hein. Lui, il dit la poésie m'a déconstruit. Donc cette déconstruction qu'on retrouve aussi dans ses films vient aussi de la poésie. Mais le cinéma, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'enfance, ou il le découvre plus tard? Non, il l'a découvert plus tard. C'est-à-dire, il a commencé par la poésie, puisqu'il a commencé à écrire très jeune, hein. Là, j'ai des textes qui ne sont même pas édités. Il a écrit le Berle interne vers 15-16 ans. Ça a été édité par un tout petit éditeur. Vous voyez, je ne l'ai même pas trouvé. C'est FJ qui me l'a sorti, qui me l'a imprimé. Et petit à petit, cette poésie, le fait d'écrire, lui qui était quand même, c'est quelqu'un de très énergique, FJ. Quand le punk est arrivé à Londres, hein, les Sex Pistols, enfin cette ambiance vraiment venue de l'urbanité, de la révolte, enfin l'a complètement touché. Et là, il a mis vraiment la poésie, il l'a mise sur scène avec des guitares électriques, quoi. Et donc, le fait de savoir jouer ou pas n'importait pas plus que ça, puisque c'est quand même l'esprit punk, hein, c'est un cri de rage. Et donc, il s'est lancé avec des copains à lui dans la musique à Toulouse. C'est là qu'il a créé donc ces deux groupes. Alors, De la Destruction Pure d'abord. Ensuite, il a créé MKB, Messaggero Killer Boy. Et à partir de là, se sont greffés plusieurs événements. Il y a eu la mort d'un des musiciens après qui est survenu. Enfin bon, il y a eu cette espèce de post-punk qui était peut-être un peu démoralisant, enfin quelque chose qui s'est passé. Il est parti, il a quitté la France. Et une fois rentré, il s'est inscrit au concours de l'IDEC. Ça doit être au début 80. Il s'inscrit au concours de l'IDEC. Et dès la première année, dès ce premier petit film qui était un film tract que lui avait entendu comme film track, qui est la dernière énigme, il découvre la pellicule. Et là, c'est vraiment un coup de foudre. En découvrant cette pellicule, d'un seul coup, il retrouve justement tous les aspects, tout ce qui avait pu le toucher, le bouleverser dans la poésie. Et là, le lien était fait, en fait. C'était vraiment revenir à la poésie et revenir dans cette forme, pareil, déconstruite, complètement. Alors, politique aussi, parce que se mêle. Alors, c'est pas. FJ Hossan n'est absolument pas du tout un militant. Il ne s'est jamais engagé politiquement, mais la politique est dans sa poésie. C'est-à-dire, la dernière énigme, pardon, j'ai dit, je me suis trompée en fait. J'ai dit qu'il avait entendu film tract alors qu'on demandait un film track. Je me suis trompée, c'est l'inverse. Film track, ça voulait dire pour l'école qu'on fait un film dans l'urgence, c'est-à-dire en très peu de temps. Donc tourné en une journée. Et lui, il a entendu film tract,
ce qui est quand même un lapsus révélateur, puisqu'il nous sort La Dernière Énigme, qui est vraiment un film qui traite des guerres coloniales, des guerres napoléoniennes. Tout le sujet tourne autour de grands thèmes politiques, en citant bataille. Et donc, après ces 3 années à l'IDEC correspondent à 3 films. C'est une trilogie qui est toujours dans cet esprit vraiment qui met aussi en jeu la fraction armée rouge allemande. Et le deuxième film, qui est donc Zona Inquinata, prépare déjà le long métrage. Alors, La Dernière Énigme, c'est un court métrage. Zona Inquinata aussi. Et le dernier film, qui est donc L'affaire des divisions Morituri, c'est un long métrage qui est tourné en 3 semaines aussi, très vite, correspond à la 3e année de l'IDEC. Et ces 3 films-là sont vraiment liés, cernent vraiment le thème de la fraction armée rouge, du terrorisme allemand, du sort qu'on leur a fait subir dans la caméra silence, les traitements, la torture mentale qu'on leur a infligée. Et dans La Dernière Énigme, toute cette histoire se mêle à une espèce d'enquête policière punk. Enfin, c'est un polar punk, un péplum punk, on peut dire, un péplum polar punk. Voilà. Et ensuite, après l'IDEC, il y a eu une rupture quand même, parce que ça s'est donc terminé en 82, 83, 84. Et là, il y a une coupure et il tourne longtemps plus tard Le Trésor des îles Chiennes. Quand on regarde sa filmographie, la première question que l'on se pose, et ça vous en parlez un petit peu dans le livre, c'est le fait qu'effectivement, il fait très peu de films, mais c'est très souvent, il y a un grand écart entre 2 films au niveau de la fabrication. Entre 90, entre donc le Trésor des îles Chiennes et 97, 7 ans sont écoulés. Est-ce que tout simplement, il met du temps à faire ces films parce que tout simplement, il a du mal à trouver l'argent? C'est lié qu'au financement, parce que les idées ne manquent pas, hein, c'est à foison. Donc, c'est les financements, c'est uniquement les financements, bien sûr. D'ailleurs, il est autoproducteur, hein. C'est très, très difficile pour lui de trouver des financements. Et d'ailleurs, c'est pour ça, effectivement, qu'il s'est écoulé 7 ans. Alors, Docteur Chance, c'est le seul film en couleur, hein, parce qu'il privilégie noir et blanc, argentique, ça c'est la règle d'or. Mais comme le Docteur Chance, il avait réussi à décrocher un financement de Canal+. Canal+ voulait pas de noir et blanc. Donc, il a réalisé ce film en couleur avec des couleurs très spéciales quand même, qu'il a travaillé, qui travaille aussi bien sur le plan de la forme qu'en lien complètement avec les différentes parties du film. Quand il est dans le désert, on n'a pas la même couleur que quand il est le soir dans la ville ou en intérieur. Enfin, il y a un vrai travail chromatique. Donc couleur, oui, mais chromatique, quoi. Enfin, un vrai travail à la manière des peintres. En plus, c'est vrai qu'il y a pour moi, je trouve qu'il y a des grosses références aux années 20, aussi bien dans le domaine du cinéma qu'esthétiquement, dans la peinture. Donc, on retrouve des tableaux, d'ailleurs, dans les films qui sont de cette époque-là. Et le travail de la couleur colle complètement à cette époque le décor en fait partie. Le spectateur dans les films de FG Hossan, il participe aussi à la construction du projet. Oui, pour moi, le cinéma, c'est comme quand on lit un livre, on peut un bon livre. Qu'est-ce qu'un bon livre? Qu'est-ce qu'un bon film? Pour moi, ce sont des œuvres qu'on peut voir, ou un beau tableau, un bon tableau, qu'on peut voir un nombre incalculable de fois et on y trouve toujours quelque chose de nouveau. Et FJ Hossan correspond complètement à ça, c'est-à-dire qu'on peut voir un film une fois, on le revoit une deuxième fois, on voit, même moi qui ai travaillé sur lui quand même, j'ai revu ses films je ne sais combien de fois, et bien même encore quand je les revois, je redécouvre encore des choses.
des choses, alors de tout ordre, hein, ça peut être aussi bien dans la narration que, parce que bon, même si ces films ne sont pas narratifs au pied de la lettre, ils le sont quand même finalement, et on retrouve aussi bien formellement, enfin, il y a tellement de références, c'est tellement riche qu'effectivement, mais c'est effectivement un cinéma qui interroge, oui, qui interroge et qui fait du bien, enfin, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien aussi aux émotions, parce qu'il y a énormément d'émotions dans ces films, et au départ, c'est vrai qu'un public non averti peut très bien faire abstraction de ses émotions, parce que bon, il est un peu surpris par la forme, et puis finalement, bah, petit à petit, on s'aperçoit que c'est vraiment de la poésie pure. Enfin, je ne sais pas, quand on lit un poème de Rimbaud, bon, à l'école on apprend le Dormeur du Val, mais quand on se plonge dans l'œuvre de Rimbaud, on ne comprend pas ce que dit Rimbaud au début. Enfin, d'ailleurs, le comprend-on un jour, mais c'est vrai qu'on a, on a un plaisir fou à s'interroger devant de telles œuvres. Et FJ fait vraiment partie de ce monde. Moi, je le mets sur le même plan que Rimbaud, Jean Genet et tous les poètes que lui aime. Enfin, William Burroughs, c'est pareil, on ne comprend pas toujours ce qu'il écrit, hein. Mais c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, je crois que c'est dans un de ses films où il est question, où un des personnages dit il ne faut pas comprendre. Ne pas comprendre, c'est la clé Oui. de tout ça. Je trouve ça très très beau, l'idée de ne pas vouloir comprendre. Mais pour ne pas comprendre, pour faire en sorte de ne pas tenter de comprendre, il faut aussi qu'il y ait, selon moi, et d'ailleurs ça se voit dans ces films, une espèce de contrat un peu de contrat officieux entre lui et le spectateur, à savoir que ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas des images belles, mais vraiment des plans. Et ça qui est assez impressionnant chez lui, c'est que quand on voit ces films, on n'a pas forcément, selon moi, un état des lieux de la société française ou internationale, on a parfois un état des lieux de la société artistique. Bah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est hors lieu, en fait. On est vraiment dans des lieux de l'imaginaire. Enfin, si quand on voit ces films, on ne sait pas où on se trouve, en fait, hein. Donc, on est vraiment dans un univers. Alors, on est dans l'épopée, on est enfin, dans des zones qui correspondent d'ailleurs aussi à cette époque des squats, où on est dans des non-lieux, enfin dans des endroits non identifiables, et où il se passe vraiment autre chose, où il se passe effectivement, même les acteurs, par le fait de ne pas savoir où ils se trouvent, bon, bien sûr, ils savent qu'ils sont sur un bateau, mais ils le disent, hein, Paul Ami dans Neuf Doigts le dit dans le bonus du DVD de Neuf Doigts. Paul Ami dit je ne savais pas à quoi m'attendre, je me demandais où j'étais. L'acteur l'étant, ça donne une espèce de vérité au jeu de l'acteur, et ça c'est incroyable, quoi. Enfin, d'arriver à mettre l'acteur, le spectateur et le lieu dans cette espèce comment dire, de no man's land, quoi. Enfin, quelque chose qui correspond vraiment aussi à une génération, je pense. Quand il dit « je suis de la génération 76 », ça correspond vraiment à cette génération punk. On était les zones autour du mur de Berlin. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'étrange, quoi. Enfin, c'est une génération qui ressassait encore. En Allemagne, par exemple, la fraction Armée Rouge est née de ça, hein, de cette espèce d'omerta qu'il y avait sur les crimes nazis. Le punk en Angleterre qui explosait contre le conservatisme de Margaret Thatcher. Enfin, il y avait quand même une espèce de boule qui sortait de là, et je pense qu'elle est toujours là. Enfin, elle est toujours. Alors maintenant, avec le temps, c'est un peu comme dans l'espace, ça finit par pas s'alléger, mais s'évaporer un peu. Mais on retrouve quand même, on a toujours cette espèce de force, quoi. Cette rage, elle est toujours là. Moi, je la sens tout le temps. Enfin. Est-ce que vous savez comment il écrit ses films? Non, pas particulièrement, non. Non. Je sais qu'il écrit énormément, parce que là, il a encore sorti deux poèmes, enfin deux petits fascicules de poèmes, et il vient de me dire qu'il était en train d'en terminer un autre. Donc, je pense qu'il jette.
jette les mots, il les écrit, après il met de l'ordre pour essayer de construire un scénario, mais je pense que ça jaillit. Enfin, non, honnêtement, il m'a jamais dit exactement sa méthode d'écriture, mais je pense que l'écriture le précède en fait. Elle vient avant même, sans calcul, quoi. C'est pas du tout quelqu'un qui va dire tiens, aujourd'hui je vais écrire. Je pense que ça vient comme ça. Enfin, ça se sent à sa manière d'écrire. On sent que c'est ça. Ses carnets de voyage, enfin tous ses livres, hein, enfin la plupart sont des carnets de enfin sont des livres écrits en voyage. Par exemple, Au bord de l'aurore, si on lit Au bord de l'aurore, on retrouve, ainsi que dans les 59 jours, ces 2 livres que j'ai ici là, on retrouve le scénario de Dr Chance. Voilà. Des livres qu'on a encore du mal à trouver. Hein. Moi, je sais que j'ai eu énormément de mal à les trouver quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ce mémoire j'ai eu la chance, je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspirée d'aller à la librairie du cinéma du Panthéon. Et je leur ai dit, voilà, je cherche des livres sur FJ au sang. Et ils sont allés me chercher ces 2 livres, donc, Au bord de l'aurore. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. Alors, attendez, je vais le mettre en gros plan. Voilà, comme ça. Très bien. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. D'accord. Et celui-ci, Les 59 jours, qui est donc un voyage en Amérique du Sud. D'accord. Et donc, ce voyage, enfin, ces 2 livres sont la matrice de Dr Chance. C'est vraiment entre le personnage d'Angstel qui apparaît dans Au bord de l'aurore, cette histoire d'amour aussi, cette rencontre avec Elvire, parce qu'il faut aussi parler d'Elvire quand même, qui est son personnage féminin préféré et sa muse, sa compagne, et qui apparaît justement pour la première fois dans Dr Chance. Elle apparaît d'abord Au bord de l'aurore, parce qu'il décrit cette rencontre, et finalement, d'une histoire vraie, il en fait ce personnage qu'on voit au cinéma dans Dr Chance, que Elvire incarne parfaitement, et elle reste jusqu'à la fin jusqu'au dernier film, jusqu'à 9 doigts. Voilà, elle est toujours là. J'aimerais bien parler avec vous de votre style. En lisant le livre, alors vous l'avez dit dès le début de l'émission, comment vous avez construit le livre. Il y a plusieurs chapitres et c'est vraiment comme si c'était des... j'ai l'impression parfois pas des télégrammes, mais des espèces de correspondances que vous faisiez à l'intérieur de chaque chapitre, mais surtout... vous avez une manière d'écrire, en tout cas c'est la première fois que je vous lis, j'ai parfois l'impression de vivre exactement la période que vous citez, que vous décrivez. Il y a comme ça une espèce de proximité assez incroyable, et c'est par le style, et voire même, il y a des moments, c'est à l'image aussi des films de Ho-Sang dans cette manière de raconter une histoire, non pas sur une ligne droite, comme dans un documentaire finalement. Vous savez mieux comment on va quelque part, on ne sait pas où l'on va, mais il faut qu'on y aille. Et ben, c'est un peu ça, et je l'ai ressenti. J'avais l'impression finalement de vivre les années 70, les années 80, d'être contemporain des années 80. Il y a un style comme ça qui est assez particulier, qui au début déroute un peu, mais il faut aussi se laisser emporter, et ça donne quelque chose d'assez vertigineux. Et ma question, c'est que, est-ce que dès le départ, même s'il y a le mémoire qui est derrière tout ça, mais est-ce que dès le départ, ce style-là, vous vouliez qu'il soit dans ce livre parce que c'était le meilleur moyen de parler d'Ho-Sang? C'est-à-dire que déjà, lui et moi, nous sommes de la même génération. Donc, on a vécu... et puis en plus, moi aussi, j'étais très partie prenante de cette période punk. Et je pense que ça joue aussi. Hein, on a vécu ce rythme, enfin cette espèce de rage, de frénésie. Et puis ce côté aussi, on n'a qu'une vie, elle est courte. Prenons-la, quoi. Enfin, prenons tout. Et je pense que... oui, je pense que dans l'écriture que j'ai adoptée, peut-être que ça joue aussi ça. Néanmoins, c'est vrai que j'ai voulu, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais surtout pas ennuyer le lecteur, et je préférais faire des phrases courtes, claires, qui peuvent être comprises rapidement. Je voulais pas tomber dans le côté trop énigmatique de FJ, justement, parce que l'énigme, elle est du côté de ses films et de son écriture, mais je voulais pas, à mon tour, faire quelque chose d'inabordable, quoi. Et donc, effectivement, oui, c'est un choix. J'ai choisi. D'abord, les fragments sont très courts. Enfin,
j'appelle même pas ça des chapitres, j'appelle ça des fragments. Et c'est très court à chaque fois parce que d'ailleurs, quand j'ai fait, quand les gens achètent le livre, je leur dis toujours ne le prenez pas dans l'ordre non plus. Vous avez une table des matières à la fin, vous regardez le fragment qui vous plaît et puis vous allez le lire, peu importe si vous n'avez pas lu. J'ai voulu faire un peu comme fait FJ avec ses films, c'est-à-dire on n'est pas obligé de regarder le film depuis le début. On peut le prendre en plein milieu, on peut prendre juste une partie, c'est toujours une œuvre. Même une séquence est une œuvre, un plan est une œuvre. Donc, enfin, j'ai pas la prétention d'avoir fait une œuvre moi-même, mais je voulais quand même que, voilà, que ce soit abordable, oui, c'est ça, que ce soit clair. Écoute, il y a des moments quand même où il y a certains mots, certains noms qui me sont étrangers et là encore, je sais pas comment vous faites. Après, c'est votre cuisine interne, hein, mais il y a comme ça. On a envie de refermer un moment le livre et d'aller voir un peu ce qu'il en est. Mais on revient au livre. Vous voyez, il n'y a pas, la manière que vous avez aussi de transmettre. À aucun moment je me suis senti inférieur à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois il y a des moments. Et puis parfois il y a des moments où on se dit ah mais oui, ça c'est normal et ça c'est très bien. Par exemple, il y a un petit moment vraiment très court où vous parlez de Vince Taylor. Et ceux qui ne connaissent pas Vince Taylor, c'est dommage, il faut vraiment connaître Vince Taylor parce que voilà, ça dit beaucoup de choses aussi d'une certaine société française, tout ça. Et voilà, c'est des petits moments comme ça où on a cette impression de vivre réellement peut-être cela, mais aussi d'être dans votre intimité et de savoir qu'en même temps, vous n'êtes pas forcément très nostalgique. Et c'est ça qui est aussi... pas du tout, pas du tout. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Non, pas du tout, non. Non, et quand vous parlez de Vince Taylor, c'est un personnage de Dr. Chance qui est joué par Joe Strummer. Et Vince Taylor devait jouer son propre rôle dans Dr. Chance. Mais bon, avec cette histoire de financement qui n'arrive pas, il était très malade et il est mort avant que le film puisse se faire. Et donc, c'est Joe Strummer. Et c'est vraiment une très bonne idée puisque Joe Strummer, Vince Taylor, même combat quand même. Hein, rock'n'roll, punk... Brand New Cadillac, hein, parce que oui, mais oui. Donc ce morceau avait été repris par les Clash et donc parfait quoi. Enfin, c'était vraiment la super idée de demander à Joe Strummer parce que bon, vous l'aurez compris, FJ était fan de Vince Taylor. Donc, comment ne pas en parler quoi. C'est vraiment ce personnage du film. Alors que bon, si on fait le calcul, il apparaît, c'est pas le premier rôle, mais il est essentiel dans ce film. C'est ça, il y a toute une espèce de plusieurs bagages comme ça qui traînent avec lui et avec vous aussi, et c'est ça qui est assez incroyable. Normalement, dans le livre, vous dites que ça, comment dire, le rapport à l'art, donc à la vie chez Ho-Sang, ça fonctionne, enfin, c'est vous qui le dites, hein, ça fonctionne par trio, par trilogie. Et à un moment, vous dites Dr. Chun, si je ne me trompe pas, c'est le seul film en couleur, si je ne me trompe pas. Et vous dites, est-ce qu'il y aura peut-être 2 autres films en couleur? Et est-ce que vous en êtes. Moi, la question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'on va le retrouver au cinéma oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, ça ne sera pas facile. Mais je pense que oui, bien sûr. Parce que ça manque un peu là, ça manque cruellement, surtout aujourd'hui, une société un peu particulière, ça manque cruellement ce genre de comme ça d'envolée, oui. J'ai oublié aussi, parallèlement au punk, j'ai oublié aussi de préciser quand même le situationnisme, hein, quand même, Guy Debord. C'est vrai qu'on a aussi ça en commun, c'est que moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais été militante, j'ai toujours été gauchiste, mais gauchiste, situationniste, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis cinéaste à la lettre, c'est-à-dire qu'à la lettre, l'art est dans la vie, quoi. Enfin, c'est le fonctionnement même du situationnisme à la Debord, c'est vraiment prendre tout en compte, prendre la manière de vivre, de consommer. De regarder un film, d'écrire, de marcher dans la rue, tout est lié. Et ça, c'est pareil, on est profondément ancré là-dedans. Et FJ, je sais à peu près comment il vit, et je sais que dans la vie, il est comme dans son œuvre.
Michel Collery était là pour nous parler de F.J. Osang, cinéaste à la lettre. C'est édité chez Rouge Profond. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur ce livre et vous le procurez. C'est important. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous et je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.